et la cerise sur le gâteau, c'est quand je vais à Guimarães. Ouais. C'est pareil, c'est une déception de footballeur, mais c'est pas une déception d'homme. D'accord. Et c'est grâce à mon grand frère que je signe pro. Donc, c'est pour ça que c'est important, les grands frères, les anciens. Ouais. Calbo qui nous booste pour aller jouer à Saint-Denis. Et j'aimerais, en tout cas, que nos jeunes et nos anciens, ils soient aussi dans cette dynamique. Parce que, Qui s'impliquent un peu plus. Qui s'impliquent un peu plus, parce que on a tous une partie de la vérité, si on peut dire comme ça. Moi, je peux apporter ça, toi, tu peux apporter ça, et ensemble, on va plus loin. Ouais, tout seul, on va plus vite, mais on va moins loin. C'est vrai. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Soutraba, c'est le grand soutien. Je ne détiens pas la vérité, au contraire, c'est ensemble. Donc, le message, c'est celui-ci. On manque aussi de mentors, des vrais coachs. Ouais. Avant, on avait des vrais joueurs, parce qu'il y avait des vrais coachs. C'est vrai. Il y avait des vrais mentors. Ouais, des papas, quoi. Et des papas qui te mettaient la dernière pierre pour que tu sois une machine de guerre. Ouais. Bonjour et bienvenue au podcast des anciens. Aujourd'hui, nous recevons Amadou Dembélé. Amadou, bienvenue à toi. Merci Sofiane, merci de me recevoir chez les anciens. Donc Amadou, joueur de foot, anciennement, et voilà. Peux-tu te présenter en quelques lignes? Tu viens d'où? Quel a été ton parcours? Mon parcours, il est simple, hein, un jeune de la banlieue nord, Villiers-le-Bel précisément. 95. 95, un coucou au passage à ma ville et à tout le secteur, bien évidemment. Et donc voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait mes classes. Ensuite, voilà, j'ai fait mes études, mais parallèlement, je joue au foot. Et nous, nos parents, c'est l'ancienne école. Et donc nous, on n'a pas eu la chance dans la famille, parce qu'on est une famille de footballeurs, mais on n'a pas eu la chance d'aller en centre de formation. Donc, j'ai eu la chance rapidement avec les grands frères, justement, qui dédicace à Calbo, Arsenic. Calbo, c'est un grand frère à l'époque qui nous a motivés pour aller jouer à l'extérieur. D'accord. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre carrière. Et donc, on a joué à Saint-Denis, on est parti jouer en CFA. On va dire que c'était le détonateur de notre carrière, parce qu'on ne connaissait pas, nous, on était jeunes. D'accord. Et voilà, pour me présenter en quelques lignes, voilà, je suis un joueur de banlieue, certainement tu connais, qui n'ont pas fait les centres de formation à la dure, on s'est fait nous-mêmes. Et voilà, donc... Et tu peux dire quel club tu as fait, à peu près à quel âge? Donc Villiers-le-Bel, bien évidemment. Ouais. Après Saint-Denis. C'était vers quel âge ça? Le SDUS, à 16 ans. 16 ans, d'accord. Quand tu es au lycée, et que tu prends le bus, et que tu n'as pas de ticket, et que tu descends tout en bas, et tu vas à Saint-Denis, c'est là où j'ai connu les frérots des Francs-Moisins, une cité bien connue. Et c'est comme ça que derrière, ensuite, j'ai rebondi au Lila en CFA. Ok. Et j'ai eu de la chance d'être surclassé, donc j'ai joué après rapidement en CFA. Et après des Lilas, je suis parti à Poissy aussi en CFA. Et de Poissy, j'ai signé pro à Guimarães. Et de Guimarães au Portugal. Au Portugal, c'est mon contrat pro. C'était à quel âge à peu près ça? J'ai signé à 27 ans. 27 ans, ok. Donc tu as évolué en CFA un bon nombre d'années. Ouais, j'ai des contrats fédéraux. Je ne sais pas si tu connais, il y a le contrat professionnel. En dessous, c'est le contrat fédéral. D'accord. Donc, c'est un contrat de travail. Ouais. On travaille là-bas. Et donc, du coup, ce contrat, je l'ai eu plusieurs fois. Je l'ai eu au Lila, je l'ai eu à Poissy. Après, quand j'ai fait Guimarães, ça n'a pas duré. C'était une aventure. Ouais. Contrat pro, mais quand tu arrives là-bas et que le président il a choisi que ce soit un autre qui joue à la place de l'entraîneur, là, tu comprends que le football... tu commences à voir les coulisses, quoi. Tu commences à voir les coulisses. Et tu évolues à quel poste? Alors, dans ma carrière, j'ai évolué. Très jeune, j'ai commencé numéro 4. Ouais. Barézy, ma référence. Okay. C'est lui qui m'a donné envie. Ouais. Et puis derrière, j'ai eu la chance d'évoluer sur le couloir en mode latéral. Et ensuite, après, quand je suis redescendu, j'ai joué milieu défensif. Okay. Et ensuite, j'ai fini aussi défenseur central. Donc voilà. Et j'ai joué à Villemomble aussi en national. J'ai joué aussi au Racing Colombe. Donc c'est le club avec lequel j'ai fini. Ouais. Et, en CFA. Ensuite, avec la DNCG, on a été rétrogradé en CFA 2. Donc voilà, un parcours modeste, ma foi. Mais je pense que par rapport à certaines personnes que j'ai pu rencontrer avec de grands talents qui n'ont pas pu faire ce que j'ai fait, moi, je peux que dire alhamdoulilah, je peux que dire Dieu merci. D'accord. Et dans ton parcours, tu as rencontré des joueurs connus? Oui, étant donné qu'on est une famille de footballeurs, j'ai mon frère. Mon frère on a 2 ans de différence. Ouais.
2 ans plus âgé, qui a fait un parcours aussi très honorable, bien plus honorable que le mien. Et à l'époque, il jouait en national à Alès. Et donc, c'est là où j'ai connu Ribéry. Ah, Franck Ribéry. Franck Ribéry, D'accord. Bilal, à qui je passe le salam. Ouais. Et c'est là-bas où on s'est connus parce qu'il vivait juste au-dessus de chez mon frère. Ok. Et à l'époque, mon frère me disait, tu vois, lui, Amadou, il va devenir pro, il est trop fort. Il me le disait. Et donc, je me rappelle, pour la petite anecdote, hein, il avait appelé des agents, il leur disait, venez voir, j'ai un mec, il est trop fort. Les agents, quand ils venaient, ils me disaient, il est trop petit, il est trop maigre, il est pas assez physique. Ouais. Et tu vois qu'après... La carrière qu'il a faite. Voilà. Et il rappelle le frangin, ouais, essaye de voir. Le frangin, il dit, ça y est, c'est trop tard. Ah ouais. Ouais. Ça, c'est la petite Ils anecdote. n'ont pas eu l'œil. Ouais, j'en ai une deuxième, mais ça, ce sera après. Plus tard. Ouais. Mais t'en as vu d'autres joueurs alors? J'ai vu aussi qui j'ai vu. Bon, il y a des joueurs contre qui j'ai joué, Bernard Mendy, Abriel. Ah, Bernard Mendy. Quand ils étaient en CFA à Paris Saint-Germain. Abriel, ouais. Ouais. Très fort, franchement. Rodriguez, pour ceux qui connaissent, pour les fervents parisiens. Ouais. J'ai joué contre beaucoup de joueurs pro, contre Mamadou Niang quand il était à 3. Ok. Karim Ziani. Ah ouais. Il y avait du client. Ouais. Du beau monde. Jimmy Briand. Ah ouais. Ouais. Ok. Il y a un joueur qui m'a marqué, qui aurait dû être connu. Bon, il y a Kembo et Coco aussi, Kembo et Coco Giresse. D'accord. Le demi-frère de Kylian Mbappé, Ouais. qui jouait à Rennes, qui évoluait à Rennes à l'époque, qui était super fort. Et de Rennes, il est parti, il a signé à la Jaish, dans un pays du Qatar ou des Émirats, Ouais. et contre qui j'ai joué, qui était vraiment phénoménal. Et voilà, il y a différents joueurs contre qui j'ai joué. Je crois que c'était El Arabi, comme on l'appelle, celui qui allumait là, quand il était à Caen, un attaquant, qui est parti très tôt aussi. Je vois pas. Un serial killer. Il a fait une saison en Ligue 1. Et il est parti, pareil, comme Kembo et Coco Giresse, prendre le chèque. D'accord. Ouais. Et il y a un joueur aussi avec qui j'ai joué à Guimarães qui était très fort, qui a fait la Coupe du Monde 2018 avec le Brésil. Mais bon, il n'était pas titulaire, un défenseur central. Jérômel, un grand... il avait une dégaine, mais t'es pas prêt. Il avait une dégaine, tu vois, un peu dans Scooby-Doo, Samy. Ouais. 1,97 comme ça, tout fin. Mais c'est le meilleur joueur avec qui j'ai joué. D'accord. Ouais. Techniquement, en fait, c'était un milieu de terrain, mais ils l'ont fait reculer en défense centrale. Et quand j'étais arrivé à Guimarães, j'avais demandé, mais c'était qui le plus fort ici? Il m'avait dit Jérômel. Il venait de se faire les croisés de son deuxième genou. Oui. Et c'était la fin, quoi. Il était jeune, en fait. Il avait 19 ans, il avait 2 grosses blessures, mais il était tellement fort. Il a ensuite, après, à Guimarães, quand il a fait sa top saison, moi, je suis parti. Et ben ensuite, il a signé à Cologne, en Allemagne. Ouais. Il a fini meilleur défenseur. Il est plus 3 ou 4 fois meilleur défenseur. Il était parmi les meilleurs joueurs, quoi. Et il a fini... c'était au Grêmio. Ça, c'est au Brésil, ça? Au Brésil. Au Grêmio, capitaine. Ils ont joué... comment ça s'appelle, la Super Coupe, tu sais, contre le Real, quand les 2 champions, ils s'affrontent. Ah oui, ouais. Donc, il était impressionnant, ce joueur. Ah, c'est fou. Donc là, tu as évoqué Baresi, Baresi qui est italien, qui comptait parmi tes joueurs préférés au début. Mais est-ce que par la suite, tu as évolué dans tes goûts et tu as aimé d'autres joueurs? Ouais, bien évidemment. Il y a Lilian Thuram, parce que quand je jouais latéral, c'était ma référence. À l'époque, c'était à Parme. C'était à Parme. Et je me rappelle, dans ma chambre, j'avais, tu sais, le poster Grandeur Nature, là, avec son maillot bleu et jaune. Ouais. Et c'était... Incroyable. C'était lui, à ce moment-là. Lilian Thuram. Ouais, c'était la belle époque. Ouais, sacrée époque. Et après, si je dois parler d'autres joueurs, bon, moi, à mon époque, c'était R9. Ouais, forcément, phénoménal. Et lui, c'est le coup de cœur. Lui, c'est le coup de cœur. Bien sûr, il y a Ronaldinho, etc. Mais El Phénoméno, il a une place particulière. Et tu peux nous citer quelques joueurs comme ça, vraiment, que tu as aimé? Ouais, d'accord. J'ai bien aimé Georges Weah quand j'étais au Paris Saint-Germain, c'est mon club. Ouais. Georges Weah, j'ai beaucoup aimé. Ginola, la grande classe. J'ai vraiment aimé Ginola aussi. Ouais, David. Et Cantona, c'était notre époque. C'était la magnifique époque. Il y avait Seedorf que j'aimais beaucoup aussi, qui est venu après. Il est venu un peu plus tard, mais très précoce. Si je commence là, je sais pas si je vais... pas. Ouais, il y a trop de joueurs.
Et dans ton évolution, qu'as-tu remarqué comme différence entre on va dire le football du moment où tu as commencé et le football d'aujourd'hui? Alors, je peux citer déjà 4 grandes différences. Ouais. La première, c'est le niveau de jeu. Je ne sais pas si tu te souviens. Moi, je suis d'une génération avant toi. Ouais. À l'époque, Paris Saint-Germain ou les clubs, quand ils sortaient des jeunes, il fallait qu'ils soient trop forts. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'était très rare. Ça, c'est le premier point. Le niveau, il était, pour moi, à mon sens, tellement élevé que les jeunes, ils avaient du mal à sortir. Je ne sais pas si tu te rends compte, Anelka, qui était confirmé crack, il a eu du mal à sortir au Paris Saint-Germain. Ouais, c'est vrai. Il a dû s'expatrier en Angleterre. Ouais. Marco Pantelli, qui avait des noms comme ça. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, les joueurs, ils sortent... Ils sortent trop vite. Ils sortent comme ça. Ouais. Limite, ils sont plus forts que les joueurs ils sont plus forts, alors plus vieux. Alors qu'en réel, avant, il y avait trop de joueurs trop forts. Exactement. Ouais. Des joueurs, ces joueurs-là qui sont très forts, par exemple, je te prends un joueur comme Djorkaeff, que je trouvais très fort. Ouais. The Snake, s'il est là aujourd'hui, il peut concourir pour le Ballon d'Or, largement. Clairement. J'ai rien contre Bellingham, je trouve qu'il est fort. Mais il serait inconnu au bataillon non, c'est clair. Il y a 20 ans. Il y a une grosse différence de niveau. C'est mon avis. Donc, Franck Ribéry, peut-être il aurait voulu jouer à cette époque-là. Je pense qu'il aurait voulu. Et il aurait dû avoir son Ballon d'Or. Mais Thierry Henry, tous ces joueurs, s'ils avaient été là, mais ça aurait été un carnage. C'est vrai. Enfin, voilà. Et t'en vois d'autres des différences? Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est aujourd'hui le football au niveau des clubs. Avant, c'était des institutions, les clubs. Aujourd'hui, ça se perd. Ouais. Bon, il y en a encore. Real, c'est une institution. Real, Bayern, c'est une institution. Il y en a. Barça, ils ont eu beaucoup de mal à se refaire. Ouais, ils ont souffert. Ouais. Ils ont souffert. Et je pense qu'on a en mal de ça. À cause de ça, on manque aussi, ça va avec le troisième point, on manque aussi de mentors. Des vrais coachs. Ouais. Avant, on avait des vrais joueurs parce qu'il y avait des vrais coachs. C'est vrai. Il y avait des vrais mentors. Ouais, des papas, quoi. Et des papas qui te mettaient la dernière pierre pour que tu sois une machine de guerre. Ouais, Cristiano Ronaldo, il a eu Ferguson. Ouais. Zidane, il a eu qui Ancelotti, je crois. Pardon, il a eu, c'était Lippi, Lippi. À la Juve, il lui a tourné le bouton. Zizou s'est transformé. Ouais. Dans tous les Capello, il a formé des joueurs. Des Giroud, Arsène Wenger. Exactement. Il manque ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est orphelin de ça. Du coup, on a donc ce quatrième point où le football, c'est un football de consommation. C'est pas de l'art pur. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de passion. Et voilà. Et aujourd'hui, les gens comme moi, comme toi, qui ont connu ce qu'on a connu. On est triste. On est triste. Moi, je rejoins un nombre de personnes qui aujourd'hui, ça me fait pas kiffer de regarder. Il y a trop de matchs, je regarde pas. Ouais. Ça m'intéresse pas. Ouais, les joueurs n'ont plus de caractère. Des joueurs qu'on la bouche, ils en veulent plus. C'est un football qui a été anesthésié, qui a été maîtrisé, qui a été ligoté, qui a été, comment je vais dire, qui a été anesthésié. Qui a été anesthésié. Donc tous les joueurs, ils sont droits, aseptisés. Oui, je ne dis rien qui fâcherait. Ouais. Donc au final, c'est fini les Cantona qui mettent des high kicks. Les Cantona, mais avant on avait des hommes. Maintenant on a des clones. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Sans personnalité, sans. Il n'y en a pas assez. C'est dommage. Et pour rejoindre ce que tu dis, on remarque que le poste qui faisait le foot avant, qui nous faisait rêver, c'est le 10. Et ensuite, on va dire par conséquence, le 9 ont disparu. Exactement. Et comment toi tu analyses ça en tant que joueur? Parce que j'imagine que tu as dû jouer avec des 10 et des 9. Exactement. Et aujourd'hui, si tu devais jouer, quelle est l'importance pour toi du 10 et du 9? Qu'aujourd'hui, on est un orphelin de ça. Aujourd'hui, c'est là où vraiment on souffre, où c'est vraiment on peine, c'est que du fait que on manque de ces mentors qui avaient une science, parce que pour pouvoir faire jouer une équipe avec un 10, il faut savoir le transmettre à ton équipe. Et du fait que ces 10-là, ils soient incompris, tu vois, tu te rends compte, quand on a eu Ben Arfa, on n'a même pas su le faire jouer. Ouais. On dira, c'est peut-être pas un 10 tout ça, mais il aurait pu. C'est vrai. Je pense. Avec un bon accompagnement. Un bon accompagnement.
Aujourd'hui, les coachs, ils veulent plus jouer avec des 10 parce qu'il y a eu une coupure. Il y a une grande coupure où les gens ils voulaient que les joueurs aillent seulement vite, que ce soit en box-to-box. Alors, ils ont brisé toute cette technique, toute cette finesse de pouvoir se placer entre les lignes, entre les intervalles. Ils ont détruit tout ça. Et aujourd'hui, c'est plus... on va dire, c'est limite maintenant, les stars, on dirait que ça va être le coach. C'est ça. Comme on voit aujourd'hui à Man City. Et les joueurs, voilà, c'est du bas de gamme. Ils s'effacent. Et les pures races en termes d'attaquants, mais ils ne peuvent pas exister. Parce qu'il faut du caractère pour être un pure race. C'est comme si tu as un cheval, un pur sang, et tu lui fais des pratiques de cheval de trait, tu vois. Donc, à un moment donné... Il y a une fracture. C'est ça. Il y a une fracture et on souffre de ça. Attaquants pure race, ils n'aiment pas ça. C'est vrai. Ils vont dire oui, défends. Pour ça, tu vas voir Ousmane Dembélé, que j'aime beaucoup. Tellement Deschamps, il veut défendre. À la fin, il va faire un tacle, le pénalty en finale. Il peut rien faire. C'est vrai. Alors qu'à l'époque, tu voyais les attaquants, des fois, vas-y, moi je reste là-haut. Exactement. Mais toi, t'es défenseur, fais ton travail. Et les défenseurs, ils tapaient la poitrine, et moi j'étais de ceux-là. Et reste devant, t'inquiète pas, je suis là. Mais aujourd'hui, les gens, c'est ce qui manque. Ça a perdu. C'est dommage. Le foot, il est beaucoup moins agréable à regarder. Non. Et c'est pour ça que moi, j'arrive plus. En tout cas, j'arrive. Voir horrible. Comme là, l'euro qui vient de se finir, franchement. En plus, j'ai regardé quasi aucun match. Moi non plus. Et quand j'ai regardé, c'est pitoyable. J'ai eu du mal à prendre du plaisir. Parce que les joueurs, j'ai l'impression, je fais pas d'attaque, c'est général. J'ai l'impression que les joueurs, ils jouent comme des politiciens. C'est-à-dire, tu vois, les politiciens d'aujourd'hui aussi, c'est la même chose, vrai, c'est général. Changé, c'est-à-dire que même les politiques d'avant, les Jacques Chirac qui allaient mettre des coups de pression à des gens, c'est fini ça. C'est vrai. Maintenant, plus de charisme, plus rien. Plus de charisme. Donc les joueurs, ils sont politiquement corrects. Je suis correct, ça va, je suis correct. C'est ça. Mais attends. Parce qu'aujourd'hui, on leur demande de tout faire, en fait. De savoir tout faire. Mais quand tu sais tout faire, tu sais rien faire. Donc, tu es spécialisé dans rien. Tu es spécialiste dans rien, exactement. Et donc, la qualité baisse. Tu vois, Patrice Evra, il l'exprime, en fait, à chaque fois. J'aime bien. Voilà, il parle. Il n'a pas la langue dans sa poche. mais lui, il a connu cette époque. Donc, il y a des gens comme ça. Clair. Nous, les défenseurs, on se disait, aujourd'hui, il va y avoir duel. Comme quand on regardait Paris Saint-Germain, Marseille à l'époque. Basile Boli, tout ça, ils étaient dans une dynamique. Ils voulaient le détruire. Les arbitres, ils se disaient, punaise, aujourd'hui, il faut que je sois prêt. C'est vrai. Et là, aujourd'hui, ça s'embrasse avant le match. Ça, c'est choquant. Pendant les actions, on a perdu tout ça. Exactement. Ils ont détruit toute cette âme-là, cette âme un peu guerrière, un peu virile. C'est vrai. Ils ont tout détruit. C'est comme s'ils faisaient juste un travail, en fait. Voilà, au coup de sifflet final, c'est fini. C'est fini, on va boire un verre. Ça va, tes enfants, tout le monde va bien. Bon, oublie pas, demain, on se voit. Incroyable. Alors que... Je vais revenir sur ton parcours. Quelles ont été tes plus grandes réussites et tes plus grandes déceptions? Alors, il y a ma carrière de foot. Si, en réalité... Pardon. En réalité, dans le foot, en tant que joueur, j'ai été déçu. Parce que peut-être à 3-4 reprises, j'aurais pu signer pro. D'accord. À quel moment, ça? Par exemple, quand je jouais à Saint-Denis... C'était au tout début, ça? C'était au début. J'avais 17-18. Et on me propose d'aller jouer à Bastia ou à Ajaccio, en tout cas en Corse. Et c'était un des premiers agents que je connaissais, du 9-3, Boula, à qui aussi je passe le salam. Et il me propose par téléphone, et je ne l'avais jamais vu. Mais c'était via un grand frère avec qui je jouais, ou Harry Chafaï, qui me dit « Non, toi, tu es trop bon, je vais appeler un agent, il est bon, il va te faire partir. » Et il me propose d'aller jouer à Bastia. Et Bastia, en gros, il proposait tu joues en CFA, et si tu es bon, tu passes avec les pros. Mais nos parents, moi, c'était la période du bac, mes parents ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu racontes ?» Tu vas partir à l'autre bout de la France tout seul. On ne connaît pas ça. Bac, le mot-clé. Et je leur en veux même pas. Je comprends. Oui. C'est une déception sans être une déception. Et pareil aussi, ensuite, quand finalement, mes parents refusent, je vais en CFA. Et en CFA, ma deuxième année en CFA, je m'impose.
Et apparemment, il y avait Lens qui était intéressé par moi. Ok. Ça, c'était vers quelle année à peu près? C'était les années... C'était 2003. Ok. 2003, comme ça. D'accord. Ça fait longtemps. Ouais. Pour essayer de voir, quel Lens c'était? C'était le Lens... je crois qu'il y avait les... C'était un peu avant El Hadji Diouf. Ok. Ouais, c'est vrai que El Hadji Diouf, c'était juste... C'était après la Coupe du Monde 2002, là, à Liverpool, je crois. Ouais. Et après, il est venu. Ouais, c'était un peu avant, ou peut-être il était là. Ok. Et Lens qui voulait me suivre, Ouais. parce qu'il voyait un jeune de 19 ans qui joue en CFA, qui s'impose. Ouais. Et je ne l'apprends pas pendant l'année, hein, je l'apprends l'année d'après. C'est le vice-président de l'époque au Lila qui me dit « Et Amadou, tu sais qu'il y avait Lens qui te suivait ?» Et moi, c'est le début de saison, je me suis imposé. Ouais. Et je jouais défenseur central, en jouant avec un libéro et 2 stoppers. Ok. Donc, et moi, j'étais le 2e stopper. Donc, je prenais tous ceux qui allaient vite, tous ceux qui étaient explosifs, c'était pour moi. Et donc, il me dit, Serge Deguine, que je remercie pour son honnêteté, il me dit que le coach de l'époque, que je ne vais pas citer parce que j'ai même pas de souci, c'est passé, qui m'a boycotté dans le sens où moi, je viens à l'entraînement, je ne sais plus si c'était un petit entraînement, et je fais, je sais pas, une petite erreur ou quoi, et il me dit, il me ramasse. Il me ramasse, il me dit, ouais, toi, tu te la racontes, tu commences à prendre la grosse tête, il me met sur le banc pendant 1 mois. Un truc, j'ai rien compris. C'était à l'époque où je jouais avec mon frère, qui a fait une carrière. Ouais. Et mon grand frère me dit, mais calme-toi, t'es trop nerveux. Je dis, mais j'ai rien fait. Ouais. Donc 1 mois au placard, injustifié, tu peux pas me demander de me calmer. Ouais, bah oui, forcément. Donc, quand t'es jeune et tout. Exactement. Donc, et c'est plus tard que j'ai su qu'il y avait Lens qui me suivait, mais que le coach, il me payait 2000 francs. Ouais. Que le coach, il a fait exprès pour me garder, pour que Lens, il se dise, bon, bah, on vient le voir. Il n'est pas là. Il n'est pas là, parce qu'avant, il t'envoyait des fax. T'as saboté. Quand ils veulent suivre un joueur, ils t'envoient un fax. Ils envoient ça au club. Ouais. Voilà, on veut suivre Amadou Dembélé. On va venir le voir. Et donc, c'est comme ça que je l'ai su l'année d'après. Ah ouais, ils t'ont saboté. Saboté. Et l'année d'après, il y a Lorient, un agent de Lorient qui m'appelle. Oui, voilà, je ne sais plus comment il s'appelait. Il me dit, oui, on avait joué, tu te rappelles, OM Valenciennes, quand Valenciennes est rétrogradé en CFA, en D4 à l'époque. OMVA, le match truc. OMVA, Ouais. les conséquences. Valenciennes est rétrogradé. D'accord. Il n'y a pas que Marseille. Il n'y a pas que Marseille, Valenciennes Ok. aussi. Valenciennes se retrouve en CFA, donc dans notre poule. Et j'avais fait un bon match, mais on s'était fait arroser quand même. Valenciennes, c'était trop fort. Ouais. Et donc, il y a un recruteur qui m'appelle après ce match-là. Il me dit, oui, je t'ai vu jouer, t'es un bon joueur. Moi, je travaille pour Lorient et je vais te suivre. Mais t'es vraiment intéressant. Mais par contre, si tu vas à Lorient, on ne va pas t'utiliser en défenseur central, on va t'utiliser en milieu de terrain. Ah ouais, d'accord. Donc, je dis, OK. Et donc, il me dit, je te rappellerai. Il me rappelle, on va dire, tous les 2 mois, 1 mois et demi, quoi. Ouais, tu continues comme ça. J'ai parlé, le coach à l'époque, c'était Yvan Pouliquin. Ouais. Il me dit, j'ai parlé avec Yvan Pouliquin, à 99% c'est fait. Et à l'époque, il y avait Guy, il y avait Darcheville, il y avait, toute l'équipe. Ouais. Et donc, c'était, on va dire, moi, dans mon esprit, quand tu es jeune, on me dit ça, tu dis, bah, c'est bon. Ouais. Mais voilà. Mektoub, Ça, c'est pas fait. dans les dernières journées, ils sont relégables. Donc, il m'appelle, il me dit, par contre, ouais, si on descend, On pourra pas te prendre. On pourra pas. Parce que le coach, il part, toute l'équipe, toute la cellule part. Quoi. Ouais, bah forcément. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, du coup, j'ai pas pu signer pro. Ah ouais. Mais c'est le mec tout, moi, je prends ça. Sûr. C'est pas des déceptions, mais c'est ce qui m'a permis de me construire. Mhm. Et voilà, en tant que musulman, tu te dis, tout est prédestiné. Ouais. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand je vais à Guimarães. Ouais. C'est pareil, c'est une déception de footballeur, mais c'est pas une déception d'homme. D'accord. Ça veut dire que, pareil, Guimarães, le coach, et c'est grâce à mon grand frère que je signe pro. Donc, c'est pour ça que c'est important, les grands frères, les anciens. Ouais. Calbo qui nous booste pour aller jouer à Saint-Denis, c'est le il départ. a été là au début. Il Et était par là la au suite, début. tu as eu qui ont jalonné ton parcours? Comme grand frère. Ouais. J'en ai eu plusieurs. J'ai eu des gens en CFA qui étaient très bienveillants, qui me disaient, mais toi, tu continues à bosser avec tes capacités athlétiques et ton explosivité et ton intelligence. Si tu es sérieux, tu peux vraiment aller très haut. Ouais. Donc j'ai eu des conseils tout au long de ma carrière et surtout mon grand frère que je salue toute la famille,
Sierra Dembélé, qui m'a soutenu depuis tout petit. Ouais. C'est-à-dire parce que comme on avait 2 ans d'écart, on jouait ensemble au quartier, on jouait ensemble au club. D'accord. Et après en senior, on a commencé à jouer ensemble. Après lui, il a eu la chance de partir à Alès, justement avec Ribéry en national. Ouais. Il a fait une superbe carrière et il a réussi à signer pro à Setúbal, Vitória Setúbal. Et ce coach-là, qui lui a mis le pied à l'étrier, hein, au bout de 6 mois, il quitte le club, le coach de Setúbal. Ouais. Et mon frère va signer au Standard de Liège. Et ce coach-là, 6 mois plus tard, il reprend Guimarães. D'accord. Et il dit à mon frère, est-ce que tu connais des bons joueurs, etc. Le coach Luis Norton D'Amatos, que je salue aussi, parce qu'on est toujours en contact. Et je le remercie pour m'avoir donné cette chance. Et il demande à mon frère s'il connaît des bons joueurs. Et mon frère lui dit, oui, j'ai mon frère qui joue en CFA. Et donc ce coach-là, il vient me voir 3-4 fois. Ouais. Il me dit, ouais, ton frère, il est bon. Et je jouais encore défenseur central. D'accord. En CFA. Ouais. Parce que je suis pas très grand, 1m75. Ouais. C'est rare que tu joues en def central. Ok. Mais avec la science de Baresi, avec les anticipations, exactement. Tu te débrouilles. Ouais. Et c'est ce que je faisais. Et il m'a dit, par contre, tu vas jouer latéral. Mais moi, le poste que j'aimais et que j'ai toujours aimé, c'est latéral. D'accord. Sauf que les coachs, ils m'utilisaient toujours en def central. En def central, ouais. Parce qu'ils disaient, non, t'anticipes bien, tu jaillis bien, t'es dur à passer. On veut gagner, on veut pas perdre. Non, pas gâcher ça. Donc moi, j'étais toujours sacrifié, tu vois. Ouais. Mais il n'y a pas de souci. Donc on va à Guimarães, il prend. Et aussi, parce que tu me parles des déceptions, mais une réussite, c'est que j'ai réussi, par le biais de mon frère, une fois que le coach il m'a validé au bout de 4 fois, il est venu me voir. Il a dit, ouais, ton frère, je vais le prendre, je vais l'emmener avec moi. Et donc, je fais un rendez-vous avec lui. Je me rappelle, c'était au Buffalo Gris de la Villette. Ouais. Tu vois, pas loin de Porte d'Aubervilliers, là. Et il me dit, oui, je dois rester encore 15 jours sur Paris ou en France. Je vais tourner, je cherche des joueurs. Je lui dis, tu cherches des joueurs, coach? Et je lui dis, quel poste? Et il monte comme ça sa liste. Je vois ailier gauche. Et là, je vois ça. Je dis, mais coach, moi, j'ai des joueurs. Moi, j'ai des amis. Ils sont forts. Il me regarde, il me dit, avec son accent portugais, il me dit, tu es sûr? Tu es vraiment sûr? Ils sont très forts. Coach, ils sont très forts. Et là, je booste mon ami Yves Desmarais. Ouais. J'écris son nom. Il me dit, écris sur la serviette, peut-être au resto, il y a la serviette. Il me dit, écris bien son nom, ne fais pas de faute d'orthographe, je vais mettre le même billet, il va aller signer le même contrat pro que toi. Ah ouais. Et comme le Mektoub, tu vois, j'ai ma mère, paix à son âme, elle me disait une phrase, je la comprends. Plus le temps il passe, plus c'est l'évidence. Elle me disait, dans ma langue, elle me disait, que Dieu t'accorde longue vie. Parce que si tu as longue vie, tu vas avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on t'a dit, mais tu vas pouvoir les vérifier avec le temps. Ah, c'est vrai. Et donc, elle me dit ça. Et là, j'ai pu le vérifier. C'est-à-dire que je fais signer mon ami Yves, qui était chauffeur à Orly, chauffeur de bus, il avait du mal à jouer en CFA. C'est mon ami d'enfance. Hein. Ouais. On a pris notre première licence ensemble à Villiers-le-Bel. Hein. On est tout petits. Et je l'appelle, je lui dis, hey, Yves, là, le coach, il va t'appeler, dis-nous que t'es motivé, tu vas signer le même contrat pro que moi. Et il avait appris une semaine avant que j'avais signé pro, mon pote, là. Ouais. Et il était content, mais il était dégoûté. Ah ouais, t'as de la chance, toi. Mais moi, je me suis dit, là, il y a l'occasion de faire profiter un pote. Ouais. Et je le fais. Et quand je le fais, il prend son billet d'avion, il va signer son contrat pro. Le coach, il l'a même pas vu jouer. C'est sur ma parole. D'accord. Il va signer le même contrat pro, photos, journaux, Abola, au Jogo, les grands journaux du Portugal. Ouais. Et il revient, et on se prépare. Je me rappelle, moi j'avais une Scénic, lui il avait une 307. On charge les coffres pour la reprise. Ouais. Et on descend. Mais ma satisfaction, c'est que même si moi j'ai été bloqué là-bas, lui c'est l'année où Guimarães, c'est un club comme Rennes ou comme Monaco, c'est la Ligue 1. Ça ne bouge pas normalement. Ouais. Il n'était jamais descendu. Sauf que quand le coach il a pris ce club, il venait de descendre en Ligue 2, c'était la première fois. D'accord. Mais tellement ce club il était grand, on savait tous qu'il allait remonter.
Et donc, c'était l'année où il y avait Benachour, Selim Benachour. Ok, il a joué là-bas. Ouais. Et j'avais joué contre lui en CFA, lui aussi, pareil. D'accord. Donc, il y avait Selim Benachour, il y avait Zvar, qui jouait à Arsenal, Saganowski, international polonais. Mais ils étaient descendus en Ligue 2. Okay. C'était une mauvaise année. Ouais. Et donc, nous, on reprend le club à ce moment-là. Le coach nous dit, je choisis ce club parce que c'est un grand club. De la Ligue 2, on va monter en Ligue 1 et on va faire l'Europa League, on va faire des trucs. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que moi, le président, il m'a empêché de jouer. Ouais. Mais mon ami Yves, comme tous les joueurs offensifs que je viens de citer, là, ils étaient tous partis. Ouais. Et bah lui, il a pu jouer. Même si au début, il avait du mal à assurer, bah, il a pris le pli. Et il a fait une top carrière derrière. Il a signé à... Donc Guimarães, c'est devenu le joueur emblématique de Guimarães à l'époque. Ouais. Et il a fait une belle carrière. Il a signé à La Corogne. Donc, je suis content d'avoir participé à... Ah, c'est bien, tu as aidé un ami. J'ai aidé un ami, ouais, exactement. Et dans ton évolution, quand tu as pris de l'âge après avec le foot, est-ce que tu as eu des petits jeunes à qui tu as aidé de la même façon que... Ouais. Parce que après Guimarães, je suis revenu, j'ai joué à l'île de la Réunion, quand même. Je suis parti. T'as voyagé. 12 heures d'avion. Parce que comme l'ambiance Guimarães, ça a été quand même assez difficile, parce que les Portugais, quand ils veulent que tu partes, ils te payent pas. Contre la pression. Ouais, même financièrement, tu vois, il faut vivre le fait de vivre. Quand tu as le sentiment de toucher beaucoup d'argent, c'était pas beaucoup, 5 000 euros. Ouais. Mais quand t'as la vingtaine, tu touches 5 000 euros, tu dis tranquille. Ouais. Tu peux, t'as de quoi voir venir. Exact, ouais. Et ben ça, c'était une sacrée expérience financière. Mais pour répondre à ta question, ouais, j'ai été à l'île de la Réunion. Ouais. Et après ça, je suis revenu sur le continent, sur la métropole. Ouais. Et j'ai signé à Villemont National et j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur. D'accord. Voilà, j'ai un autre grand frère qui m'a dit passe tes diplômes d'entraîneur. T'as fait un petit truc dans le foot. Et quand j'ai passé mes diplômes d'entraîneur, j'ai commencé à conseiller et à conseiller les petits frères du quartier, parce qu'il y a des petits frères qui me disaient, même avant ça, que j'ai essayé de faire venir au Lila, que je boostais pour qu'ils aillent jouer à Saint-Denis. Ça fait longtemps qu'on est dans ce cycle-là, parce que les grands frères, c'est ce qu'ils nous ont montré. Si tu peux aider un petit frère pour qu'il aille jouer. Donc on a commencé il y a longtemps. De la même manière que Calbo nous a ramenés à Saint-Denis, nous on boostait des petits. Ah, apparemment il est bon lui, attends. Vas-y, appelle de ma part. Et ça, on l'a fait souvent. Ah, magnifique. Mais plus que ça, après j'ai passé mes diplômes. Après, j'ai été même conseiller de certains joueurs qui étaient au centre de formation. Un qui était à Lens, et puis après, il a signé pro. Ah, bien. Et d'ailleurs, il est encore pro. Il y en a un autre qui était au centre de formation de Caen. On a réussi à le faire signer à Lille. Ensuite, il a signé au Paris FC parce que Lille, ça s'est pas trop bien passé. Je suis content d'avoir pu apporter ma pierre à l'édifice. Et même encore aujourd'hui, je conseille encore beaucoup de jeunes. Et pour la petite anecdote aussi, il y avait Matistel qui était dans le club de Villiers-le-Bel. Ah, moi, celui qui est au Bayern. Celui qui est au Bayern. Et que je salue au passage aussi, à qui je souhaite. Il est de Villiers-le-Bel. Et je me souviens parce que après, quand j'ai voulu arrêter le foot. Et même quand j'ai arrêté le foot, je suis tout de suite passé directeur sportif du club de Villiers-le-Bel, de ma ville. Et j'ai apporté ce que je connaissais d'expérience. Et donc, j'ai conseillé beaucoup de jeunes, dont Matistel à l'époque, et ses parents qui sont très gentils, à qui je leur ai dit, voilà, votre fils là, soyez prêts, parce que lui, il a un potentiel, percer, c'est sûr, il va percer. On touche du bois, comme on dit. S'il n'y a pas de catastrophe, il est parti pour percer. Maintenant, attendez-vous à une déferlante aussi bien médiatique que les agents, tout ça, ça va être un raz-de-marée. Pour lui, pour vous, soyez blindés. Voilà. Et puis voilà, quoi. Donc, du coup, c'est des jeunes. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense avoir apporté une petite pierre. Et ça me fait plaisir. C'est bien. Et dans la fin de ta carrière, quand tu as commencé à être mature et à vouloir aider, quel a été à ce moment-là le constat que tu as fait des jeunes joueurs ainsi que leurs familles et des dangers qu'ils peuvent rencontrer et des besoins qu'ils peuvent avoir?
comme aujourd'hui, on parlait du foot en général, et c'est pareil dans la société. Aujourd'hui, les gens, ils ont délaissé les anciens. Il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Etc. Exactement. En termes de valeur, les gens, ils sont pressés. Ils veulent tout vite. Ils veulent tout rapidement. Les joueurs et les parents. Alors qu'avant, les parents, ils étaient désintéressés. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et donc aujourd'hui, dans ce que j'ai pu rencontrer, c'est que j'ai vu beaucoup de parents extrêmement pressés, qui ne se rendaient pas compte de cette industrie, comment elle était en train de changer, et que c'était très très dur. Et ils jetaient, j'ai envie de dire, ils étaient... le mot, il est fort. C'est limite, ils ne se rendaient pas compte du danger. S'ils savaient le milieu du football tel qu'il est, ils seraient plus précautionneux avec leurs enfants. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui rentrent, contrairement à notre époque, plus facilement dans les centres de formation, mais ils ressortent très très vite. D'accord. Ouais. Il y en a plein qui ont du talent, sauf que comme c'est devenu encore plus exigeant, etc., c'est pas que c'est devenu plus exigeant, c'est que vu qu'ils font, c'est un peu comme le fast-food, ils font tellement de la bouffe, ils essaient de faire très rapidement des joueurs. Du chiffre. Et du coup, les joueurs, ils sont jamais finis. On leur demande de travailler sur la vitesse, sur la force. Et il n'y a plus les 10, il n'y a plus les cuirasses, il n'y a plus cette finesse. Et du coup, ça donne pas, en fait. D'accord. Mais au final, ils vont faire avec ceux qui sont les meilleurs de ce niveau-là. C'est pour ça que le niveau du football, il a baissé. Et beaucoup de parents, quand tu leur dis, non, les gens disent que ton fils, il est fort, mais il est fort là, mais quand il va être avec les autres, il n'est pas encore prêt. Mais ils ont du mal à écouter. Et derrière, quand les petits partent au centre de formation, 3-4 ans après, on me dit, il n'est pas gardé. C'était compliqué. Et ainsi de suite. Donc, c'est des difficultés que j'ai rencontrées entre le joueur, c'est un enfant. Mais les parents, quand tu leur dis ça, il va te dire que t'aimes pas son fils, il va dire que tu veux. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de parents comme ça qui étaient complètement déconnectés. Ils ne connaissent pas la réalité. Et ça sert pas à l'enfant. Ça sert pas à l'enfant. Et ce qui m'avait choqué aussi, c'est de voir comment les parents... C'était beaucoup comme des supporters. Ils se fâchaient avec les coachs, ils se fâchaient. On entend souvent ça. Là, je suis tombé de ma chaise. Je dis, mais c'est incroyable. Il y a de toutes les classes sociales, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est pour dire, c'est pas une question de noir, arabe, de tout. Les gens, on est passé dans une époque où les gens, ils misent sur le football. Ils misent, ouais. Alors que nos parents, de l'argent. C'est vraiment leur fils, Après, avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Ils voulaient pas que tu fasses footballeur, même. Ils voulaient pas. Moi, mes parents, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu me racontes ? Mais c'est pas mal de vouloir accompagner son enfant. Je trouve que c'est bien. Il faut accompagner. Il faut accompagner. Mais il y a très peu de parents, et j'en connais très très peu de parents qui ont la lucidité de comprendre ce monde du football et d'accompagner de la bonne manière leurs enfants. Très peu. Il y a un parent qui accompagne son enfant aujourd'hui, et je trouve qu'il le fait très bien. Son fils, il est à Rennes. Et parce que lui, il a une expérience, il a été joueur de foot. Souvent, ceux qui ont été joueurs de foot, ils connaissent forcément. Ils connaissent. Donc, alors que ceux qui n'ont pas eu cette chance, ils croient connaître. Parce que tu as l'impression que c'est accessible, le football. C'est facile. Je connais, mon cousin, il connaît lui, il était pro. Mais tu n'as pas compris. C'est un autre monde. L'enfant, il se fait manger. Il se fait manger, et lui-même, il s'est fait manger, et c'est lui qui a ouvert la porte pour que son enfant il se fasse manger. Il n'a pas su le protéger. Exactement. Donc, parmi les déceptions aussi, je ne l'ai pas dit, mais de voir, j'étais triste de voir un père qui bloquait son enfant. Il n'ira pas. Il n'ira pas jouer dans tel club. Ouais, mais il n'ira pas jouer. Mais comme le monde du football, il n'a pas de mémoire. Il s'en fiche. Ton enfant, c'est un numéro. Ton fils, c'est un 2006, c'est un 2007. Ok, dans 2 ans, on s'en fout des 2017. Et ça, les parents, il y a des parents qui ne comprenaient pas ça. C'est des parents, à l'époque, je me rappelle, quand on allait les voir pour leur demander, pour leur expliquer que, voilà, on peut vous apporter un certain conseil, etc. Ils disaient, moi, mon fils, tout le monde l'aime, il est super fort, j'ai pas besoin de vous. Et c'est des parents qui, après 2-3 ans, ils te rappellent, tu peux faire quelque chose pour mon fils ? Moi, ça me fait mal au cœur, parce que le premier pénalisé, c'est l'enfant. Exactement. Et à l'époque, t'expliquais au père, c'est pas comme ça. Ne crois pas que avant toi, il y a eu ton fils, il y avait des joueurs aussi forts que lui, ils n'ont rien fait. C'est vrai. Et il y en aura toujours. Donc beaucoup d'humilité, et donc dans ces difficultés, voilà, c'est de voir l'écart entre les parents et leur attitude, et les joueurs aussi, qui suivent leurs parents. Un enfant, il suit son parent, c'est normal. Mais ils sont pris en otage. D'accord. Et aussi
En termes de difficultés, les coachs aussi, ça a changé. On en parlait. Les même coachs, on va dire en CFA, etc. Même dans les niveaux les plus bas. Les coachs aujourd'hui, ils font de la prédation. Le mot, il est fort. C'est-à-dire qu'il y a trop de coachs qui, comme les parents, ils espèrent attraper l'enfant la pépite qui va les arracher de leur... Tout le monde veut profiter de l'enfant, quoi. Ouais, l'enfant aujourd'hui, c'est un produit, c'est plus l'humain. Et donc maintenant, on en arrive à ton projet, donc Soutraba. Exactement. Tu peux nous expliquer ce que c'est et comment il est né? C'est l'histoire de ma vie, hein. C'est l'histoire de mes expériences. C'est une succession, c'est une addition de mes expériences qui m'ont fait dire, Soutraba, c'est en djoula, dans ma langue maternelle, ça veut dire le grand soutien. D'accord. En djoula, en bambara. Et donc, c'est ce que je me suis efforcé de faire toutes ces années. J'ai aidé le club de Villers-le-Bel, le club de ma ville. Je l'ai fait avec tout mon cœur et je le fais encore et ça me plaît. Mais je me suis rendu compte qu'il y a le foot, mais il y a aussi encore plein de choses où les gens te demandent comment faire ci, comment faire ça. Et mon fils, qu'est-ce que tu me conseilles? Les études, etc. Exactement. Il y a beaucoup de jeunes qui venaient à moi, qui ne sont pas forcément dans le foot. Hein. Les parents me disaient, Amadou, tu peux trouver un stage pour mon fils? Attends, je prends mon téléphone. Tu peux prendre un petit pour le stage dans l'immobilier, etc. Envoie-le, il n'y a pas de problème. Donc on a un réseau, arrivé à notre âge, on a un réseau. Et ce réseau aujourd'hui permet de pouvoir être utile à notre communauté. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que on a monté cette association Soutraba pour vraiment venir en aide à nos jeunes, à nos enfants. Et je crois vraiment que créer un cercle vertueux. Soutraba, c'est une association qui appelle à créer un cercle vertueux dans le foot, dans le mariage, dans le conseil, dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment sous toutes ses formes. D'accord. À pas être, à pas être oisif, parce que la jeunesse, elle est trop oisive. Entre les musiques, entre les TikTok, entre les PlayStation. Surtout aujourd'hui. Nos enfants, leur cerveau, il est encore plus amoindri que notre époque. C'est vrai, Donc voilà, Soutraba, c'est la réponse à ces problématiques que j'ai vues. Et donc, pour en venir à ton projet qui se nomme Soutraba, tu peux nous expliquer ce que c'est et comment il est né? Alors, Soutraba, c'est né de ce constat-là, de ces différentes problématiques que je viens de citer là, entre les parents, entre les coachs, entre toute cette incompréhension, toute cette précipitation. Et au milieu, l'enfant, lui, il n'est pas préservé, il n'est pas armé, pas préservé. Tout le monde veut profiter de lui, quoi. Exactement. Et lui, il est d'accord avec ces gens en pensant que c'est pour son bien. Donc nous, on a mis en place avec Soutraba des formations pour les parents. Après, il faut beaucoup d'humilité aux parents. Je me suis rendu compte qu'il y a une autre problématique, c'est de faire comprendre aux parents l'intérêt d'aller se former. Parce que comme le football, c'est populaire. Tout le monde pense connaître. Tout le monde pense connaître, mais moi je connais, j'ai des gens de la famille, ils vont me dire. Sauf que c'est toujours après qu'ils viennent te voir. Quand c'est trop tard. Souvent, c'est toujours comme ça, on m'appelle après. Je dis, mais tu m'appelles là, je peux rien faire. C'est fini. Voilà, tu m'appelles, il y a des timings. Ton fils, quand le club, le centre de formation te dit qu'il ne te garde pas, il te le dit à un moment où tous les autres centres de formation, ils ont déjà choisi leurs joueurs. Forcément. Donc au moment où tu me le dis, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc comme tu n'as pas le calendrier, mais tu as dit que tu connaissais, mais tu ne connais pas. Exactement. Donc il y a plein de sujets comme ça, où l'enfant, il a des petits bobos. Pardon. Il a des petits bobos. Comme ils n'ont aucune connaissance au niveau des bobos, mon fils, il fait des chichis, moi je veux qu'il soit indur. Aujourd'hui, c'est des terrains synthétiques. Il y a énormément de maladies pour les joueurs. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Il y a quoi, par exemple? Au niveau des tendons, en fonction du morphotype du joueur. Au niveau du dos, des genoux. Aux articulations, etc. Les secousses. Ils vieillissent plus vite. Leurs membres vieillissent plus vite parce que sur l'herbe, sur le gazon, je veux dire. Exactement, que sur le gazon. C'est caoutchouteux. Et c'est pas bon. Donc là, c'est la formation pour les parents. Mais est-ce que tu proposes une formation pour les joueurs? Oui, je propose aussi une formation pour les joueurs. C'est ce que j'avais même proposé avant. D'accord. Mais encore une fois, moi, j'essaie d'être assez honnête dans mon travail. Et il y a beaucoup de joueurs, ils préfèrent. Enfin, ils se rendent pas compte, mais après, moi, c'est à moi de faire cet effort de communication, de marketing pour attirer les joueurs à mes formations.
Par exemple, il y a des joueurs qui ne savent pas se préparer avant saison. Ouais. Les préparations d'avant-saison, en fonction du niveau, etc. Voilà, ils se disent, il faut que je cours beaucoup. Mais c'est selon ton poste, tes courses, etc. Ouais, c'est vrai, il faut personnaliser, il faut individualiser, même musculairement. Il y a un travail à faire. Techniquement aussi, pareil. Donc, j'ai proposé, parce que j'ai déjà fait, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais quand j'ai fini ma carrière, j'ai fait de la performance. Okay. J'ai ouvert une cellule de performance qui s'appelle Your Game. J'avais fait un petit truc aussi sur Facebook aussi, et j'ai coaché des joueurs qui étaient en Ligue 2, en National, des jeunes en centre de formation, pour qu'ils puissent élever leur niveau de performance. Ok. Donc, ouais, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Et j'ai vu que ça donnait. Mais le public qui venait à moi, c'était un public qui n'avait pas les moyens, mis à part les pros. Ouais. Et chez les jeunes, ils n'avaient pas les moyens de payer ces heures de performance. Et j'ai pas cœur, en tout cas, à taper dans le portefeuille de ces gens. Et pourtant, ils veulent. Hein, mais je trouvais, comme je vous dis, comme je disais, les parents, ils veulent donner, mais... Ils ne veulent pas investir, forcément. Ils ne veulent pas investir. Et ceux qui veulent investir, ils n'ont pas les moyens. J'avais un peu... J'avais un peu des... Comment on appelle ça, je vais trouver le terme. Ouais. J'avais un peu des oppositions en moi-même. Et je me suis dit que le meilleur moyen d'agir, c'est là où vraiment j'aidais déjà mon club de Villiers-le-Bel, mais c'est là où je me suis dit, je vais vraiment faire que ça à Villiers-le-Bel, dans le club de Villiers-le-Bel. Ouais. Donc c'est avec Soutraba aussi, cette année, on va vraiment développer une cellule de performance dans le club. Ah, bien. Et en alliance avec le club du FC Villiers-le-Bel, ça va permettre de pouvoir et accompagner davantage ces jeunes qui ont un potentiel et aussi d'offrir ces formations parents à ses parents pour qu'ils puissent être vraiment un soutien pour leur enfant. Ouais. Donc il y a formation parents, il y a formation de joueurs pour les débuts de saison, pour aussi gérer. Il y a des joueurs qui veulent faire des détections, ils ne savent même pas comment s'y prendre. D'accord. Une détection, c'est très dur. Quand tu n'as pas de club ou quand tu as un club et que tu veux changer de club, il faut que tu aies une stratégie. Donc là, c'est cadeau, je vais expliquer. Il faut une stratégie. Tu sais que ton corps, il va pouvoir... Les détections, c'est des matchs. Tu dois être pas à 100%, tu dois être à 200%, avec des joueurs que tu connais pas. Okay. Et c'est très compliqué de tirer ton épingle du jeu. Donc, il faut que tu choisisses maximum 2 clubs, 3 clubs. Parce que physiquement, c'est sur un temps donné. Tu vas tout donner, quoi. C'est toujours au même moment. C'est entre, mai, peut-être juin. C'est un mois. D'accord. Faut pas que tu sois blessé. Il faut que tu sois au top. Il faut que tu choisisses. Tu ne pourras pas aller partout. Donc, il y a des jeunes, ils vont aller dans toutes les détections. Ils vont être moyens partout. Ouais. Au final, c'est la perte. On ne te prend pas, quoi. Alors que tu vas choisir 2 clubs. Tu t'es affûté, tu t'es préparé. Tu as tout donné. Et au moins, on a connu le 100% de ton niveau. C'est plus efficient. Ouais, forcément. Ouais. Donc, on essaie de faire des ponts entre la jeunesse et nous, les anciens. La chance que j'ai eue de vivre ce que j'ai pu vivre, je pense qu'il faut que je le redonne à... c'est ça, ton expérience. C'est ça, à mes petits frères. Au travers de Soutraba, c'est ce qu'on fait. D'accord. Ouais. Et comment les gens peuvent souscrire à tes formations et comment ça se déroule? Alors, nous, on a mis en place une plateforme, mais pour l'heure, on était en train d'améliorer la plateforme. Okay. Donc, je l'espère, d'ici fin septembre, elle sera accessible pour que les gens qui sont prêts à se former et qui veulent anticiper et améliorer le maximum de leur carrière, parce qu'une carrière, c'est très court, c'est une décennie pour les meilleurs, c'est 15 ans. Ouais. Et donc, voilà, nous, c'est comme ça qu'on y accède. Okay. Après, je mettrai les liens via les anciens. Ouais. Et voilà, c'est comme ça qu'on y accède. Celui qui veut y adhérer et faire des dons aussi, il est le bienvenu. Okay. Parce que nous, on le fait, c'est une association à but non lucratif. D'accord. Et donc, ça demande des fonds, ça demande du temps. Forcément. Après, nous, on est des passionnés, donc on compte pas. D'accord. Et tu aurais un mot pour finir ce podcast? Qu'est-ce que tu aimerais dire? Ce que j'aimerais dire, c'est que malgré les expériences de la vie que j'ai pu vivre, je suis assez content que
de l'amour que j'ai pour mon frère, pour mon prochain, pour nos jeunes. Ouais. Parce qu'on rencontre des humains parfois ici et là qui peuvent te dégoûter. Ouais, dans ce monde, c'est sûr. Exactement. Surtout dans le monde du foot. Ouais. Exactement. Mais ma flamme, elle est toujours intacte, elle est vive. Et j'aimerais, en tout cas, que nos jeunes et nos anciens, ils soient aussi dans cette dynamique. Parce que, qui s'impliquent un peu plus. Qui s'impliquent un peu plus, parce que on a tous une partie de la vérité, si on peut dire comme ça. Moi, je peux apporter ça. Toi, tu peux apporter ça. Et ensemble, on va plus loin. Ouais, tout seul, on va plus vite, mais on va moins loin. C'est vrai. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Soutraba, c'est le grand soutien. Je ne détiens pas la vérité. Au contraire, c'est ensemble. Donc, le message, c'est celui-ci. Ah, magnifique, parfait. Bah, écoute, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci et bon courage pour ton projet. Merci, c'est gentil.